Bonjour à toutes et à tous, l'heure de la rentrée a sonné à Monaco. Cette édition sera très largement consacrée à la reprise dans les différents établissements scolaires de la Principauté. Les équipes de Monaco Info se sont notamment rendues à l'école FANB où, vous le verrez, les petits élèves portent désormais un uniforme. Rentrés sous le signe du changement dans le quartier de l'Annonciade, les élèves du lycée François d'Assise Nicolas Barré ont découvert de nouvelles installations puisqu'ils investissent cette année l'ancien lycée technique et hôtelier, tout comme les 6e du collège Charles III où Cédric Bertrand est le nouveau proviseur. Nous suivrons aussi la première rentrée d'élèves intégrant le tout récent bâtiment du nouveau lycée technique et hôtelier. Et nous verrons que la ludothèque a pleinement rempli ses fonctions jusqu'au tout dernier jour des vacances précédant ce retour général sur les bancs de l'école. Et puis à la fin de ce journal, vous retrouverez toute l'actualité sportive avec notamment les 7e Jeux de la francophonie et le bilan des Masters de pétanque sur la place du Palais. Après de longues vacances d'été, les élèves de la Principauté ont donc fait leur rentrée lundi matin, une rentrée qui se préparait déjà depuis quelques jours dans les établissements scolaires de la Principauté où les enseignants étaient au travail. Pour ouvrir notre dossier spécial rentrée 2013-2014, je vous propose de nous rendre à l'école François d'Assise Nicolas Barré sur le Rocher. Léa Bélante était aux côtés des petits élèves et de leurs parents lundi matin. Tablier obligatoire toute la journée, c'est la nouveauté de l'établissement privé catholique FANB François d'Assise Nicolas Barré. Et les 350 élèves de l'école ont l'air plutôt contents. Comme ça, on ne confond pas la classe à une autre école. Les autres enfants, ils peuvent ne pas dire « Ah, il est moche ton t-shirt » ou quelque chose comme ça. Et les filles avant des collégiennes, elles mettaient des shorts courts jusqu'à là. C'est un gros changement. J'aime pas beaucoup, mais au moins on se ressemble tous. C'est un tablier de l'école que Charlène a créé. C'est effectivement son Altesse Sérénissime la princesse Charlène qui a participé à l'élaboration du logo du tablier ainsi que pour la tenue de sport et son maillot de bain. Le choix de l'uniformité s'est décidé en accord avec les délégués de classe, l'équipe enseignante, mais aussi avec les parents d'élèves. Je trouve ça super, comme ça il n'y a pas d'inégalité, ils sont tous pareils, je trouve ça vraiment bien. Pour moi il n'y aura pas de différence, tout le monde sera au même niveau et voilà, c'est tout. Ouais. Mais le tablier ne doit pas être confondu avec l'uniforme qui était obligatoire lorsque les Dames de Saint-Maur dirigeaient l'établissement dans les années 40. On s'était dit que pour donner un petit peu de rigueur et remettre les enfants dans le sens de certaines valeurs, c'était bien d'avoir un tablier. Alors je sais que certains ont parlé d'uniforme, on en est encore très loin, ça n'est pas du tout l'idée. Mais bon, un tablier pour travailler, ça me semble bien. Et le tablier ne sera pas la seule nouveauté cette année. L'anglais sera également revalorisé après la mise en place de la section Advance au collège FANB. Et s'il est un quartier où la rentrée s'est accompagnée de beaucoup de changements, c'est celui de l'Annonciade. Les lycéens de François d'Assise Nicolas Barré ont investi les locaux de l'ancien lycée technique et hôtelier, alors que parallèlement, de l'autre côté de la route, les collégiens de Charles III effectuaient eux aussi leur rentrée. Le reportage d'Élodie Messager. Journée chargée dans le quartier de l'Annonciade ce lundi avec la rentrée scolaire de 2 établissements. Pour les élèves d'FANB, c'est le grand bouleversement. Les lycéens et les grands collégiens sont désormais accueillis sur le site de l'ancien lycée technique et hôtelier. Les locaux dont nous bénéficions sont réellement très fonctionnels, sont très beaux, sont tout neufs. Donc voilà, ça donne un nouvel élan pour démarrer une année scolaire et c'est formidable. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de nostalgie parce que le bâtiment des Franciscains était chargé d'histoire, c'était un bâtiment ancien, on y avait bien nos repères. Mais là, on a un tellement bel outil de travail qu'en effet, on est très très heureux. Les élèves de leur côté sont curieux de découvrir les nouvelles installations et de prendre possession des lieux. Par rapport à l'école lycée, il y aura de nouvelles choses. Par exemple, là, il y a une salle de sport. Et il y a aussi une piscine, il y a juste la piscine à proximité. Ça va être nouveau, mais ça va être curieux, oui. Ça va être intéressant de voir. On a hâte. De l'autre côté de la rue, au collège Charles III, on immortalise l'instant. Pour les 6e, la rentrée au collège, c'est toujours un grand moment.
Ça change un peu parce que c'est pas comme l'école primaire, c'est plus grand, on est plus grand, on voit d'autres personnes. C'est pas terrible. On va pas dire que c'est quelque chose de terrible, mais c'est bien quand même. Je suis stressée, un peu, parce que ça va beaucoup changer. Enfin, c'est plus comme l'école primaire. Il n'y a pas que les élèves qui ont quelques appréhensions. Cédric Bertrand n'est pas nouveau au collège Charles III, mais c'est sa première entrée en tant que principal. Un peu tendu, c'est vrai, puisque c'est une chance, une opportunité pour moi, mais sereinement néanmoins, car je sais que le collège fonctionnera très bien, quoi qu'il arrive, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une équipe derrière et qui, elle, n'a pas évolué et qui est très fonctionnelle. Cette année, on a décidé de développer tout ce qui était outils informatiques et d'améliorer tout ce qui est communication et réactivité entre les familles et l'établissement. Poser les bases de la nouvelle année scolaire, c'est bien l'objectif de cette journée de rentrée. Après la traditionnelle séance d'appel, les élèves découvrent leurs emplois du temps et font connaissance avec leur professeur principal. Une première prise de contact importante. Chacun est de son côté dans un état d'observation vis-à-vis de l'autre, mais il ne doit pas... les choses ne sont pas figées, en tout cas, moi, dans ma manière de faire, au contraire, et on apprend à se connaître, mais effectivement, on attend quand même une certaine écoute dès le début. Voilà. Cette rentrée 2013-2014 s'est effectuée sous le regard bienveillant du directeur de l'Éducation nationale, Isabelle Bonal, et du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Paul Masseron, qui ont tenu à venir encourager les élèves. Les lycéens d'FANB sont donc désormais dans les murs de l'ancien lycée technique et hôtelier de Monaco. Ouvert au printemps dernier, le nouveau lycée technique et hôtelier, quant à lui, a effectué sa première vraie rentrée de septembre. Le récit de Frédéric Elion. Ils sont attirés par le secrétariat, la comptabilité, l'électrotechnique ou l'hôtellerie. Près de 440 élèves ont effectué leur pré-rentrée ce lundi au lycée technique et hôtelier de Monaco. Une rentrée échelonnée sur la journée en fonction des sections avec les SECPA dès 9h, les premières terminales et BTS le matin et les secondes l'après-midi. Seules 2 classes manquent à l'appel puisque ces 40 élèves étaient en stage cet été et bénéficient d'une rentrée différée de 15 jours. Robert Guénassia effectuait lui sa 14e et dernière rentrée en tant que proviseur de l'établissement, mais la première dans les nouveaux locaux. Nous avons déménagé de l'ancien lycée technique pour ce nouveau lycée technique de Monaco au mois de mars. Donc c'est vraiment ma première rentrée dans cet établissement, comme vous voyez, qui est un établissement très bien réussi et qui correspond tout à fait à ce qu'on peut attendre de performance en qualité d'équipement par rapport à l'enseignement qui est distribué à nos élèves. Avec un taux de 100% de réussite au bac professionnel l'an dernier, le lycée technique et hôtelier de Monaco dispose d'une bonne réputation. Plusieurs sections sont proposées, tertiaire, industrielle et hôtellerie avec un restaurant d'application. Les élèves de seconde découvraient cet établissement ce lundi après-midi avec un mélange d'appréhension et d'excitation. C'est un bon établissement et bien structuré, donc je pense que je vais bien réussir dans cette école. Là je suis un peu stressé mais ça va, sinon c'est cool de rentrer ici. J'ai été accepté de justesse, mais sinon ça va. Un peu stressé de voir ma classe, mon emploi du temps et comment ça va se passer. Ça fait drôle parce que j'ai toujours été dans de vieux établissements, au collège Charles III, à l'FANB. Et là, se retrouver dans... Il est bon. Il est vraiment très très beau. Ils ont bien réussi. C'est le technique et moi je veux plus me lancer directement en pro et il est bien réputé. Et voilà. Dans quelle section justement tu t'es orienté là? Donc, en seconde pro technologique. Pourquoi? Parce que j'aime bien la technologie. Qu'est-ce que tu as choisi comme section justement? Hôtellerie pro. C'est quelque chose qui est bien quand on trouvera toujours du travail, donc voilà. Visite de l'établissement, photos individuelles, découverte de l'emploi du temps et de ses camarades de classe, les secondes ont pris leur marque ce lundi, avant la véritable rentrée de mardi avec l'ouverture de la cantine et les premiers cours. Dernier volet de notre série de reportages consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014. Direction à présent le lycée Albert Ier où les lycéens et les élèves de BTS ont eux aussi retrouvé les bancs d'école. Léa Bellante. Organisation, réussite et ponctualité, voici les maîtres mots de cette rentrée au lycée Albert Ier. Au total, ce sont 844 élèves qui ont répondu à l'appel aujourd'hui.
Des lycéens un peu angoissés pour ce premier jour, mais surtout impatients de découvrir leur classe et leurs emplois du temps. Les premiers arrivés ce matin, les terminales. En fait, j'étais un petit peu excitée, mais à la fois, j'avais un petit peu peur pour le bac cette année. Mais plutôt que j'aime bien en fait les matières que je vais étudier, donc ça va en fait. C'était un peu stressant. Enfin, je savais déjà dans quelle classe j'allais me retrouver parce que ça allait pas changer, mais bon, il fallait se réveiller, tout ça. Petite angoisse, mais ça s'est bien passé. L'établissement scolaire compte pas moins de 94 professeurs. Dans l'ensemble, c'est une rentrée plutôt classique, mais cette année, elle comporte tout de même quelques modifications. Il y a un changement dans les horaires. Bon, déjà, la récréation n'est plus à 15h, mais à 16h l'après-midi. Et puis, tous les horaires sont décalés de 5 minutes. Et voilà. Mais sinon, il n'y a pas trop de changements, c'est les mêmes vieilles habitudes. Du côté des classes de première, arrivées un peu plus tard dans la matinée, on pense déjà au travail à accomplir et aux épreuves anticipées du bac. C'est la première partie d'une longue période d'examen, de concours. Et voilà, il va falloir commencer à s'y habituer. Beaucoup de travail parce que le dossier il commence en première. Ça va être dur, mais il va falloir se donner à fond. Il y a le bac à la fin de l'année ? Oui. oui. Le bac, beaucoup de révisions, voilà. Bon, on va essayer de pas trop s'amuser en classe. Mais avant que les classes ne soient formées et que les élèves découvrent leur professeur principal, c'est l'heure du discours du proviseur et de ses recommandations pour l'avenir. Notre idéal, c'est que les élèves que nous prenons en seconde, évidemment, nous les accompagnons jusqu'en terminale, jusqu'au baccalauréat, voire en post-bac, s'ils veulent rester dans notre établissement. Mais quelquefois, on s'aperçoit que les élèves, ils ont des parcours un peu atypiques. Et donc, il faut que nous nous adaptions. Donc, si je devais émettre un souhait, c'est de faire en sorte que tous ceux que nous accueillons aujourd'hui, jour de la pré-rentrée, eh bien, accomplissent leur cycle ici au lycée et que ça se passe du mieux possible. Puis vient le traditionnel moment de la photo de classe, un sourire et c'est dans la boîte. Avec un taux de réussite qui avoisine les 98% pour le bac général et technologique, l'objectif du lycée Albert Ier cette année, c'est de faire aussi bien, voire même encore mieux. Alors vous l'aurez très certainement remarqué, nous n'avons pas évoqué les plus jeunes élèves de la Principauté et pour cause, les maternelles feront leur rentrée officielle mardi matin et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler très largement sur Monaco Info. Et puis notez qu'à l'occasion de cette rentrée scolaire 2013-2014, Isabelle Bonal, directeure de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, a accordé un long entretien à la rédaction de Monaco Info. Vous pourrez l'entendre après la page des sports. Et quelques jours avant la rentrée scolaire, nombreux sont ceux qui, pour occuper leurs enfants, se sont tournés vers la ludothèque. La ludothèque qui vient d'organiser une nouvelle édition de sa grande lessive, une opération qui permet à chacun de créer son propre chef-d'œuvre. Reportage. Une feuille A4, des crayons de couleur, une touche de créativité et un peu d'imagination ont permis aux participants de la grande lessive de dévoiler leur côté artistique. Cet événement ouvrait ses portes à la ludothèque avec un objectif simple mais cohérent. La Grande Lessive, c'est une manifestation qui est à l'initiative d'une plasticienne française qui s'appelle Joëlle Gontier et qui a créé cette manifestation pour promouvoir l'art et pour montrer que l'art peut être créé par tout le monde en fait. Et pour également créer un lien social parce que cette manifestation peut être créée dans des écoles, dans des centres sociaux, dans des bibliothèques. Créée il y a 5 ans, la Grande Lessive accueillait tous ceux qui souhaitaient échanger l'espace d'une journée, des ciseaux, des pots de colle, mais aussi des dessins et des sourires. Nous avons à la base nos adhérents, qui sont des enfants, qui sont en général âgés de 3 à 10 ans. Mais très souvent, le jour de la Grande Lessive, les parents qui les accompagnent se prêtent au jeu. Et nous avons eu pendant quelques années, ce qui n'a pas été le cas cette année, aussi du public du 3e âge, puisqu'il y a des petits groupes des maisons de retraite de la Principauté qui étaient venus se joindre à nous. Au total, une trentaine d'enfants ont pu partager un moment convivial organisé sur le thème de la couleur du monde, un thème qui a été respecté à la lettre par ses futurs artistes. J'ai fait la terre avec des drapeaux, plein de drapeaux de tout le monde. J'ai écrit le monde et je vais dessiner la terre. J'ai fait le monde avec les continents et j'ai fait les monuments du monde. Et comme toute lessive, une corde à linge et des pinces permettront d'exposer les dessins les 17 et 18 octobre prochains entre la bibliothèque et la ludothèque. Dans l'actualité en bref, cette veillée de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.
Répondant à l'appel du pape François, de nombreux fidèles se sont retrouvés samedi soir à l'église Sainte-Dévote. Des temps de prière ont ainsi été respectés dans le monde entier de 19h à 20h samedi. La paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde. Nous allons maintenant passer aux cartes météo. Avec pour commencer ce mardi, un soleil caché partiellement par les nuages, faible risque d'averse en seconde partie de journée ou en soirée. Le temps sera assez chaud, peu de vent au programme. Mercredi, ciel changeant avec des nuages et des apparitions inégales du soleil. Persistance d'un risque provisoire d'averse. Température de fin d'été comprise entre 20 et 24 degrés. Jeudi, soleil et nuages passagers, des températures pratiquement stationnaires, presque conformes à la saison. Et puis vendredi, temps sec et assez ensoleillé, avec une légère hausse des températures. C'est la fin de ce journal marqué, vous l'avez vu, par la rentrée scolaire 2013-2014 à Monaco. À suivre dans un instant sur Monaco Info, le magazine des sports présenté par Émilie Rousseau avec tous les résultats sportifs du week-end et le magazine Rencontre avec pour invité Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau journal des sports. Tout au long de la saison, nous allons revenir sur tous les résultats sportifs, mais également vous faire découvrir des disciplines. Aujourd'hui, nous sommes à Nice pour les Jeux de la francophonie. Près de 3000 jeunes sont réunis ici pour cette 7e édition. Ils ont tous un point commun, la langue française. Monaco participe à ces Jeux depuis leur création. Et cette année, ils seront 2 à représenter la principauté. Il s'agit de Cédric Bessy en judo et de Nicolas D'Angelo en cyclisme. Nicolas est d'ailleurs entré en compétition ce dimanche. Je vous propose de découvrir le résumé de sa course dans ce reportage. Après la pluie, le beau temps était de retour ce dimanche sur la promenade des Anglais pour le départ de la course cycliste homme. Cette année est une grande première pour la discipline car c'est la première fois qu'elle figure au programme des Jeux de la francophonie. 17 nations étaient représentées comme la France bien sûr, mais également Haïti, le Canada, le Gabon, la Belgique ou encore la Côte d'Ivoire. Près de 90 coureurs, tous âgés entre 18 et 23 ans, étaient sur la ligne de départ. Parmi eux, Nicolas D'Angelo. Vous avez pu découvrir ce jeune monégasque lors des Jeux des petits États d'Europe au Luxembourg ou aux Jeux méditerranéens en Turquie. Et Nicolas a cet avantage de bien connaître le tracé de la course d'aujourd'hui, un tracé de 120 km dans la région niçoise. Bien parti, il sera vite coupé dans son élan par une chute dans les 5 premiers kilomètres. Malheureusement, il n'arrivera pas à rattraper son retard. Il termine 29e de cette course en 3h24 minutes et il n'a pas caché sa déception à son arrivée. J'ai pas pu faire la course. Je me suis fait prendre une chute quasiment dès le départ et j'ai plus revu le peloton et ça a été le début de la galère. Il faut savoir aussi que la préparation de cet objectif c'était un peu compliqué cet été. Après les Jeux Med, on a relâché un petit peu. Au mois d'août, il était bien revenu, mais il est tombé malade. Après, la semaine dernière, il y a eu une chute. Donc, on n'était pas vraiment au top de la forme pour aujourd'hui. Donc, on a essayé de faire le maximum. On va mettre un peu le vélo off pendant quelques semaines pour mieux repartir l'année prochaine. Les Français domineront cette course du début à la fin. Les 6 tricolores engagés occupent d'ailleurs les 6 premières places du classement. Le vainqueur de cette course s'appelle Pierre-Roger Latour. Il est suivi par Mathieu Le Lavandier et Anthony Maldonado. Et nous suivrons également le parcours de Cédric Bessy lors de ces Jeux de la francophonie. Il concourra sur les tatamis du Palais Nicaïa ce mercredi dans la catégorie des moins de 66 kg. Allez, direction la place du Palais Princier à présent où se déroulait la finale des Masters de pétanque. Une finale qui a opposé la France à Madagascar. Le résultat de cette finale, c'est dans ce reportage. France-Madagascar, c'était l'affiche de cette finale tant attendue des Masters de pétanque sur la place du Palais Princier. Une finale qui opposait 2 adversaires logiques tant ils ont dominé ces Masters tout au long de l'année. Dès la première mène, les tricolores prennent largement l'avantage en menant 5-0.
Madagascar s'accroche et recolle au score. Les deux équipes se rendent coup pour coup et la 5e mène sera déterminante. Les Français creusent l'écart et les Malgaches laissent filer la finale. La logique est donc respectée. Les Français sont les grands champions de ces Masters. Je suis toujours content de gagner des titres, vous savez. En plus, celui-là est très important. Il s'est fait dans un cadre magnifique. Il y avait beaucoup de monde. Ça fait toujours plaisir de gagner quand il y a autant de spectateurs et avec une telle ambiance. Je pense qu'ils ont mal démarré tout de suite d'entrée et on en a profité. On a su gérer les mènes. Quand ils sont revenus, on a eu un petit peu peur parce qu'on sait qu'ils sont capables. Et bon, voilà, ils ont manqué cette dernière mène qui a été fatale. Ce sacre est entièrement mérité pour Philippe Suchot et son équipe. Le Français ajoute là une 6e étoile à son palmarès. Une performance félicitée par son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Il y avait également une autre personne heureuse ce vendredi soir. Il s'agit de Marc Costa, président de la Fédération monégasque de boules et maître d'œuvre de ce projet sur la place du Palais Princier. J'ai l'impression que de finir ma nuit de sommeil et d'avoir vécu un rêve extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire, c'est absolument magnifique. On a tout réussi du début à la fin, à tous les niveaux, les participants, les spectateurs, les partenaires, le cadre bien entendu idyllique, le temps, il y a des nuages cet après-midi qui sont arrivés, le dieu de la pétanque était avec nous, il a poussé les nuages, enfin on a tout vu quoi. Que demander de plus, voilà, un rêve. Cette finale se termine donc en apothéose. À noter qu'elle avait très bien débuté également avec l'arrivée du bouchon par les airs grâce à ce parachutiste de la Monaco Parachute Team. Vous avez pu suivre leur performance lors des Jeux des petits États d'Europe ou encore des Jeux méditerranéens. Les gymnastes de l'Étoile de Monaco sont actuellement en pleine préparation physique avant la reprise de la saison. Alors en quoi cette phase est si importante et quels vont être les objectifs pour cette saison? Élément de réponse avec Frédéric Elion. Un cadre magnifique pour une reprise intensive. Les gymnastes de l'Étoile de Monaco sont en pleine préparation physique d'avant-saison. Depuis 3 semaines et à raison de 3 séances par semaine le matin, les protégés de Thierry Hems se rendent sur la digue afin de réaliser un gros travail de fond pendant un mois. Une charge de travail nécessaire et obligatoire afin d'aborder la nouvelle saison dans les meilleures dispositions. On fait en extérieur 3 séances par semaine le matin. On fait un petit travail de fond, un petit décrassage de 30 minutes. Après un travail d'explosivité sur les jambes et notamment sur les mollets. Après on fait un gros travail sur tout le haut du corps, la ceinture abdominale et toute la ceinture scapulaire. On fait un gros travail de fond pendant un bon mois dès le départ et après entretenir le fond et travailler uniquement l'explosivité pour la saison. Les saisons sont de plus en plus longues et intenses à l'image de celles de l'an passé. Jeux des petits États d'Europe, Jeux méditerranéens. Les gymnastes ont pu couper un bon mois cet été, mais couper ne veut pas dire arrêter toute activité physique. Ça c'est une initiative personnelle, par exemple moi pendant les vacances j'essaye toujours de faire un peu de physique, je vais courir un peu pour pas trop perdre le cardio. Également je fais quelques sollicitations musculaires pour pas revenir ici complètement à zéro et garder un peu les bases que j'ai durement travaillé pour les avoir. Après le physique le matin, direction la salle l'après-midi pour travailler la technique et de nouveaux éléments. Même si ce n'est pas la période la plus agréable, la préparation physique est un des moments primordiaux de la saison. La préparation physique c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre justement de tenir tout au long de la saison pour ne pas se blesser. C'est hyper important parce que si on est mal préparé, on risque d'une part les blessures et d'autre part de ne pas arriver à être prêt physiquement et pas réussir les objectifs. Et des échéances, il y en aura cette année avec plusieurs tournois internationaux jusqu'au mois de décembre, place ensuite au championnat d'Europe puis au championnat du monde. Voilà le programme pour les gymnastes qui font de la compétition. Pour les autres, reprise mercredi 11 au club avec des cours variés et de la gym en découverte à partir de 6 ans. Entraînement les mercredis et samedis. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler les 2 numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Parlons football à présent. La Ligue 1 fait une pause actuellement pour cause de trêve internationale. Nous avons donc décidé d'en profiter pour nous rendre rue Grimaldi à la boutique officielle de l'AS Monaco Football Club. Une boutique qui connaît un large succès, vous allez le voir. Reportage. Maillots, casquettes, écharpes ou encore mugs font la joie des supporters à la boutique officielle de l'AS Monaco rue Grimaldi. Avec la montée en Ligue 1 et un mercato ambitieux, le club répond à une très forte demande.
Heureusement, tout est prévu. On a ressenti un très fort engouement qui est vraiment proportionnel au projet, au nouveau projet monégasque. Et on l'a ressenti, on l'a vécu, on le vit encore devant la boutique parce qu'il y a des lignes d'attente pour pouvoir accéder à la boutique. On a étudié en fait les dernières saisons où le club était en Ligue 1, les belles saisons aussi avec la participation en finale des Champions League. Et on s'est calqué là-dessus et on travaille de pair avec notre équipementier pour pouvoir approvisionner régulièrement la boutique et le site internet pour assurer la demande qui est très forte. Cette année encore, le produit qui marche le mieux reste le maillot, et en tête des ventes, on retrouve presque naturellement un certain numéro 9. Falcao, normal, parce que je suis fan et c'est un très grand joueur. On est content que ce soit à Monaco. Le produit phare, ça reste le maillot, floqué Falcao. Mais si Falcao est le roi des ventes, à Monaco, on aime aussi les jeunes talents. Bon, on a pris un maillot de Ferreira Carrasco pour changer un peu de tous les maillots de Falcao qui va y avoir en circulation. Donc c'est pas pour moi, c'est pour mademoiselle qui a voulu le maillot d'un jeune. On a aussi des demandes auprès des joueurs qui marchent bien comme Rivière en ce début de saison ou les joueurs issus du centre de formation comme Carrasco, donc on est très content de ce côté-là. Après, les produits qui fonctionnent très bien restent la casquette, l'écharpe, voilà, les produits dérivés. Comptez 75 € pour repartir avec un maillot et 15 € de plus si vous aussi désirez avoir le tigré dans le dos. Ce journal des sports est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de résultats sportifs et encore plus de découvertes sur Monaco Info. À très bientôt.